Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo pour la période de confinement, vidéo dans laquelle nous allons avancer sur le chapitre d'économie numéro 3 qui s'intitule « Quelles sont les principales défaillances des marchés ?» Nous avions déjà travaillé dans ce chapitre sur la première activité, l'activité 1, et nous avions laissé en suspens ce travail puisque nous n'avions pas encore fait le cours en synthèse de la première partie du chapitre, le 3.1, puisque je souhaitais d'abord travailler sur l'exercice 1 qui est ici et que vous avez dû faire pour ce jeudi 19 mars, afin d'avoir une deuxième illustration des externalités, notamment des externalités négatives. Donc on va corriger aujourd'hui l'exercice 1 qui se trouve ici et commenter le 3.1, c'est-à-dire ce cours qui est tapé, que vous avez la possibilité de télécharger dans Pronote. Il se trouve ici, voilà. Après les activités, voilà, vous avez le cours qui est entièrement tapé. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de faire la première vidéo, c'est pour que vous l'ayez en entier. Donc, vous avez fait l'exercice 1 qu'on va tout de suite corriger ensemble et commenter. Donc dans ce premier exercice, vous aviez des questions qui portaient sur ce document du manuel que vous pouvez reprendre sous la main si vous ne le voyez pas bien à l'écran. Et la première question nous demandait d'abord de donner la signification de la donnée qui était entourée dans le document, le 5512. Attention, c'est bien 5512 millions d'euros. Donc le 5512, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que le bruit dû au transport routier provoque des troubles du sommeil dont le coût est estimé à 5512 millions d'euros. Ça veut bien dire que le transport routier provoque des externalités négatives, pour reprendre une expression dont on a parlé ensemble en classe. Deuxième question, quelle est la part en pourcentage du coût lié à la perte de productivité sur l'ensemble des coûts liés au transport? Je vous rappelle que pour calculer une part en pourcentage, nous avions fait une fiche méthode, c'était la fiche méthode numéro 3, si je me souviens bien, vous pouvez retourner voir, et on avait donné la formule partie divisée par ensemble. Ici, la partie, c'est la perte de productivité liée au transport, elle est de 1700 millions d'euros, on la voit ici dans le document, dans le diagramme circulaire, et l'ensemble des coûts, eux, s'élèvent à 20 634 millions d'euros. Alors, comment est-ce que j'ai calculé ça? Eh bien, j'ai ajouté tous les coûts qui se trouvent ici, sur le diagramme circulaire, 7080 millions d'euros, plus 5512, plus 4064, plus 1700, et ainsi de suite, et j'obtiens 20 634 millions d'euros de coûts liés aux différents modes de transport qui provoquent du bruit et donc des conséquences négatives. Ça nous permet de calculer la part de la perte de productivité sur l'ensemble des coûts liés au transport en faisant 1700 divisé par 20 634. On obtient alors 0,082, soit 8,2%. Ça signifie que 8,2% des coûts liés au bruit des transports proviennent, ou pourraient plutôt correspondre, excusez-moi, à une perte de productivité, si on veut donner une signification de ce nombre 8,2%. Troisième et dernière question de cet exercice, toujours sur l'exemple des transports et des externalités dues au transport. On a une question qui est formulée ici avec un point d'interrogation, qui est bien formulée sous forme interrogative. Et on avait commencé une fiche consigne ensemble sur les consignes de forme interrogative. On avait déjà vu ensemble les questions qui étaient fermées, on avait dit qu'il fallait y répondre de manière nuancée dans 100% des cas. Pour les questions ouvertes, ce n'est pas toujours nuancé, ça dépend un petit peu de l'expression introductive au début de la question. Et ici, on a un comment. Donc si je reprends mon document, on voit bien ici comment le transport routier impacte-t-il le bien-être social. Dans votre fiche consigne, il faudra donc rajouter que le comment s'entend de deux façons qu'il ne faut pas oublier, ni l'une ni l'autre. D'abord, le comment signifie de quelle façon? Est-ce que ça a un impact positif ou négatif, fort ou faible? Est-ce que l'impact est durable à long terme ou au contraire ponctuel à court terme? Et puis, deuxième partie de la question comment, c'est par quel mécanisme, quels sont les engrenages qui sont reliés et qui aboutissent à la dégradation du bien-être collectif.
Donc ici, on voit bien ces deux éléments dans la réponse à la consigne comment. Je me suis trompé de document, voilà. Alors, on dit d'abord de quelle façon le transport routier dégrade le bien-être collectif, donc c'est un impact négatif. Ensuite, on explique de quelle façon, par quel mécanisme, parce que ça provoque des externalités négatives. Et le problème des externalités négatives, c'est que comme ceux qui en sont victimes ne sont pas dédommagés par celui qui en est l'auteur, rien n'incite l'auteur à limiter son activité. Alors ici, en termes de coûts pour la société, eh bien, c'est des coûts en termes de troubles du sommeil qui sont chiffrés à 5 512 millions d'euros, puisqu'on argumente, on cite des chiffres du document. C'est une gemme qui est estimée à peu près à 4 064 millions d'euros. Ce sont des maladies pour 715 millions d'euros. Le problème, effectivement, puisque c'est une externalité, c'est que les transporteurs qui ne paient pas les coûts qu'on vient de citer ne sont pas incités à diminuer leur activité. C'est donc bien à l'État, au pouvoir public, d'intervenir, par exemple en mettant en place d'autres formes de mobilité qui évitent le transport routier. Voilà pour la correction de cet exercice 1. Ça nous permet, avec ce deuxième exemple d'externalité négative, je vous rappelle que le premier concernait l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture, ça nous permet de commenter le cours. Je vous rappelle, le cours, vous le trouverez dans Pronote en pièce jointe. Allez le chercher, c'est important. Donc vous avez ici dans le cours la définition des externalités qu'on avait déjà donnée avec l'activité 1. L'externalité, c'est lorsque l'action d'un agent économique affecte positivement ou négativement le bien-être d'un autre agent sans qu'il y ait de compensation. L'externalité dont on parle le plus souvent et celle qu'on a illustrée, c'est l'externalité négative. L'action d'un agent a des effets négatifs sur les autres. Et on a vu deux exemples ensemble. La première activité, c'était la pollution due à l'agriculture. Le deuxième exemple, c'était, dans l'exercice qu'on vient de corriger, les externalités provoquées par le transport routier. On peut citer également le fait que quand on consomme du carburant, on rejette du CO2 qui est un gaz à effet de serre et donc ça dégrade le climat pour tout le monde. Le problème des externalités négatives, c'est que ceux qui en sont à l'origine ne sont pas incités à en produire moins, car ce sont les autres qui en payent le coût externe. Pour les externalités positives, il y a aussi des faillances de marché. Pourquoi? Parce que, vous allez me dire, elles sont positives. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Eh bien parce qu'on n'en fait pas assez, on n'en crée pas assez, puisque ceux qui sont à l'origine d'une externalité positive ne sont pas récompensés de cette externalité. Je prends l'exemple d'un jardin. Imaginez votre voisin qui décore, entretient, fleurit son jardin. Cela vous procure un plaisir dont vous profitez, mais vous n'allez pas le récompenser d'avoir bien entretenu son jardin. Et donc du coup, l'année d'après, rien ne dit qu'il va à nouveau vous procurer ce plaisir, puisque rien n'incite à ce qu'il fasse les mêmes efforts. De la même manière, l'apiculteur qui installe ses ruches à côté de votre verger va permettre une meilleure pollinisation de votre verger et donc une meilleure fructification. Pour autant, l'apiculteur n'attend pas de vous une récompense. Donc du coup, rien n'oblige l'apiculteur et votre voisin à continuer les années suivantes à vous faire profiter d'externalités positives. Il n'est donc pas incité à poursuivre et à accentuer son activité. Là encore, le marché est bien défaillant. C'est pourquoi les pouvoirs publics interviennent, c'est ce qu'on a vu avec les transports, puisque les pouvoirs publics en matière de transport favorisent d'autres formes de mobilité. Et donc ici, je vous laisserai compléter pour le lundi 23 mars les trous qui sont dans le cours tapé. Vous pouvez voir ici avec des petites croix. C'est à vous de compléter ça pour voir si vous avez bien compris la façon dont les pouvoirs publics vont intervenir. Alors, pour la suite du cours, la 3.2, ce sont les biens communs ou collectifs. Donc c'est une partie qu'on va introduire avec l'activité 2 que vous aviez à faire pour ce jeudi 19 mars. Je prends la correction de l'activité 2, ici. Donc le document nous présente les difficultés liées aux biens publics mondiaux. Il s'agit avec cette activité non pas de traiter toute la partie 2 sur les biens communs et les biens collectifs, que je vous laisserai lire
dans le fichier que vous aurez téléchargé du cours, mais d'introduire des éléments de la réflexion autour de certains types de biens qui sont dits communs ou collectifs. Le problème des biens publics mondiaux, c'est que ce sont des biens communs et donc qui posent là encore un problème au marché. Première question, dans ce document, lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution des océans sont des exemples d'activités économiques difficilement menées. Pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est difficilement mené? Le document nous donne quelques éléments. D'abord, parce que ce sont des biens communs mondiaux. Eux disent des biens publics mondiaux, c'est synonyme. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde en profite. Autrement dit, personne ne se sent réellement concerné par le climat et par l'océan, puisque c'est à tout le monde. Hein, ça n'appartient à personne, personne n'est exclu du fait de profiter de cet environnement qui est agréable. Cependant, et c'est là tout le problème des biens communs, c'est qu'il y a rivalité, c'est-à-dire que quand on surexploite le climat ou les océans, eh bien leur qualité se dégrade. Si on rejette trop de CO2, si les États-Unis, si l'Europe, si la Chine rejette trop de CO2, c'est tout le globe qui va se réchauffer. Et donc du coup, il y a bien rivalité dans l'accès aux ressources que sont un climat tempéré et des océans de qualité. Dernière difficulté, finalement, personne n'est incité à faire un effort pour conserver un climat tempéré et conserver des océans de qualité. Parce que si la France fait des efforts, mais qu'à côté, l'Angleterre n'en fait pas, ou allez, soyons un peu moins chauvins, si l'Angleterre fait des efforts pour protéger la qualité de son océan, de ses mers, et que la France pollue à côté de l'Angleterre, bah, l'océan sera dégradé. Il ne suffit pas qu'un pays fasse un effort, il faut que tous les pays fassent un effort, et donc finalement, personne ne veut être le premier à faire un effort, puisque c'est coûteux. Deuxième question, que faut-il pour réussir ces objectifs? Comment dépasser ces difficultés? Alors le que renvoie là aussi, dans la fiche consigne, à une question qui va être introduite par le mot interrogatif que ou quel. Ça veut dire faire une liste d'éléments qui répondent à la question, enfin, faire une liste d'éléments. Souvent, il y en a plusieurs, notamment lorsqu'il y a un S à quel. Donc si je reprends la correction ici, quels sont les éléments que l'on peut citer? Il faut que tous les pays coopèrent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un passager clandestin, un pays qui attendrait clandestinement que tous les autres fassent des efforts sans que lui ait à les faire. Et ça, c'est difficile, ça veut dire que tout le monde s'oblige à avoir un effort vis-à-vis de l'océan et du climat. Par exemple, les États-Unis ont décidé de sortir des accords de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique, accord qui avait été signé en 2015. Ils attendent que les autres pays fassent des efforts pour sauver la Terre du réchauffement climatique et eux ne veulent surtout pas avoir à faire les efforts correspondants. On retrouve dans la troisième et dernière question le fameux comment. Comment protège-t-on la ressource piscicole dans des eaux comme les eaux européennes? Et donc là, on a une chronologie qui est dans le document 2, page 67 de votre manuel. Le comment, c'est à la fois de quelle façon et par quel mécanisme. Alors d'abord, de quelle façon? Le document n'y répond pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Europe a pris des mesures qui sont quand même utiles, assez efficaces. L'Europe a réussi à protéger un petit peu sa ressource piscicole, c'est-à-dire la ressource en poissons de ses océans. Les ressources en poissons ont cessé de diminuer dans les mers européennes. Comment? C'est aussi par quels moyens, hein, avec quel mécanisme? Eh bien, on le voit. C'est d'abord et avant tout parce que l'Europe a coopéré grâce à des institutions européennes, c'est-à-dire que tous les pays ont pris des mesures communes conjointes pour lutter contre la surexploitation de la ressource marine. Et le comment, c'est aussi par des réglementations. On interdit de pêcher certaines espèces, on interdit de dépasser certains quotas de pêche, c'est-à-dire des quantités limitées, pour éviter qu'on surexploite les ressources dont on dispose. Voilà, tout cela montre qu'il y a la possibilité de sauver les biens communs avec une coopération. Je vous laisserai lire donc dans le cours la deuxième partie qui se trouve ici
sur les biens communs ou collectifs et je la commenterai